Le débat du jour. Romain Ouzouis. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Ce lundi a débuté l'une des fêtes les plus importantes pour les musulmans, c'est l'Aïd el-Kébir. Et c'est l'occasion sur RFI d'évoquer l'islam de France dans votre débat. Avec cette question, est-ce qu'il faut réformer les institutions qui régissent cet islam de France? Question particulièrement d'actualité dans le contexte de la menace terroriste. Et question d'actualité également car à la fin de l'été, le gouvernement français a confirmé la relance de la Fondation pour l'islam de France. Comment l'État peut-il encadrer le culte sans pour autant remettre en cause la laïcité française? Épineuse question à laquelle nos deux invités vont tenter de répondre ce soir. Et à mes côtés en studio, Eliamine Setoul, sociologue chargé de cours à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous par téléphone, Nathalie Goulet, sénatrice UDI. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur d'un rapport sur la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. La question de la réforme de l'islam de France n'est pas nouvelle, loin de là. Elle se pose plus fortement, je le disais, donc avec les attentats djihadistes en France. Première question, Eliamine Setoul, vous qui êtes spécialiste de la question, comment dans ce contexte, et pour éviter tout amalgame, comment l'islam de France doit-il aujourd'hui, en 2016, s'articuler ? Écoutez, je crois que déjà la première chose, c'est de sortir de toutes les questions passionnelles, puisque le pays est un petit peu meurtri par tous ces attentats. Je crois que la première chose, c'est déjà de préciser que l'islam de France est en train de s'intégrer à la société française de manière structurelle. On le voit dans les pratiques des musulmans français. Je crois que c'est important aussi de se dissocier parfois du regard qu'ont les médias sur ces questions-là et de montrer ce que les sociologues ont à dire sur ces questions, et on voit une intégration structurelle. Et comment réformer l'islam de France, c'est une vaste question, puisqu'il n'y a pas un islam en France, il y a des musulmans avec des pratiques très différentes, donc un milieu extrêmement hétérogène, mais qui a comme dénominateur commun de ressentir une forme de stigmatisation aujourd'hui par rapport aux événements auxquels on assiste depuis 2-3 ans. Nathalie Goulet, vous êtes d'accord, on ne peut pas nier que la question se pose différemment aujourd'hui avec la menace terroriste, différemment qu'il y a peut-être 3 ans ou 2 ans? En plus, on est à la veille des élections et vous voyez qu'il n'y a aucun discours rationnel sur l'islam. On est quand même dans le concours l'épine des crétineries les plus absolues concernant cette religion et nos concitoyens français de confession musulmane. Donc je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas un islam, il y a des islams en France et c'est vrai que le climat international n'arrange pas du tout les choses. Donc oui, il y a une nécessité quand même de structurer, en tous les cas, pour la sécurité des musulmans eux-mêmes d'ailleurs. Et comment est-ce qu'il faut prendre la question? Est-ce qu'il faut se dire il faut réformer l'islam de France pour lutter contre la radicalisation? C'est comme ça que vous voyez un petit peu le problème aujourd'hui? Mais non, écoutez, nous on a eu une chance extraordinaire, on a pu réfléchir pendant 6 mois à la question et répondre finalement à un tas de problèmes qui se posent, notamment la formation des imams, le financement des lieux de culte. On a eu beaucoup de points d'interrogation et on a répondu de façon tout à fait républicaine. C'est un sujet qu'on a pris de façon complètement républicaine et complètement neutre, non passionnelle, ce qui est quand même vraiment un challenge aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces questions dans le cadre de notre bloc de l'égalité et surtout dans le cadre de la loi de 1905. Donc on a fait ce travail qui a été reconnu, dont le ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs pas mal inspiré dans sa réforme. Tout ça contribue, si vous voulez, à rendre le sujet de l'islam comme un sujet républicain qu'il faut traiter comme tel. Alors, on va évoquer les propositions que vous faites dans ce rapport et qui sont très intéressantes pour réformer l'islam de France. Mais avant cela, puisque vous avez évoqué le mot laïcité, c'est une question effectivement très importante dans ce débat, la laïcité qui régit l'État français. Avant d'entendre vos avis sur cette question, je vous propose d'écouter l'avis du président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, l'organisation officiellement qui, en France, représente les musulmans. Anouar Bibesh était ce matin dans nos locaux, invité de Frédéric Rivière. On est dans un pays laïque et la laïcité garantit à chacun de croire ou de ne pas croire, et elle garantit à ceux qui croient de vivre leur spiritualité en toute liberté et en toute sérénité. Et là-dessus, les musulmans de France sont profondément attachés à la laïcité, ils sont profondément attachés aux valeurs de la République, ils sont profondément attachés à l'égalité homme-femme, et par rapport à ça, les musulmans de France se trouvent très très bien dans leur pays. Ils sont conscients qu'il y a un certain nombre de polémiques justifiées par un contexte particulier, post-attentat, à la veille d'échéances électorales. Donc il faut relativiser tout ça et il faut construire l'avenir ensemble.
Voilà, les musulmans de France sont profondément attachés à la laïcité. Anouar Bibèche, ce matin sur RFI, Eliamine Setoul, c'est un message envoyé à l'État français. Attention, dit-il finalement, à ne pas trop intervenir sur cette question de l'islam de France. Oui, je crois que de manière structurelle, l'islam est en train de s'intégrer à la société française. Maintenant, ce qu'on a vu depuis, je dirais maintenant une décennie, c'est aussi beaucoup de débats identitaires. Je rappelle le débat sur l'identité nationale, le halal, le minaret, tout ça. Tout ça, ça contribue aussi à créer un climat de crispation et je dirais une crispation latente. Et d'une certaine manière, tous ces attentats ont un petit peu ouvert les vannes et quelque part catharsisé toute la frustration, la haine de certains citoyens vis-à-vis de cette religion qu'ils considèrent de manière négative. Est-ce que les propositions du gouvernement à la fin du mois d'août de relancer par exemple la Fondation pour l'Islam de France répond aux angoisses des Français justement concernant la menace terroriste? Je pense que c'est une bonne chose parce que dans cette Fondation pour l'Islam de France, il y a tout un volet culturel. Et je crois que si on veut parler de radicalisation et de solutions pour la radicalisation, il faut s'inscrire sur le long terme en fait. On n'a pas de solution à court terme. Enfin, il y a des solutions à court terme, mais les solutions seront essentiellement à long terme et ça passera notamment par l'acculturation de l'islam à la France et notamment par toute la dimension culturelle. Valoriser la langue arabe, valoriser la connaissance de l'islam au sein de la société française. Je crois que dans cette fondation, il y a la volonté de financer par exemple des bourses de doctorat, de financer des formations laïques aux imams, etc., etc. Donc il faut, comme disent certains sociologues, acculturer l'islam à la société française et accélérer ce processus d'acculturation. Même si quand on voit le CFCM et d'autres instances, on se rend compte que les pays d'origine, notamment le Maghreb, la Turquie, etc., ont encore une grande influence sur l'islam français. Et là, on est dans un paradoxe. On veut faire l'islam de France avec des acteurs qui, pour l'essentiel, ont été socialisés dans des pays étrangers. Et ça, c'est une vraie question. Nathalie Goulet, vous êtes d'accord? Comment est-ce que vous jugez, vous, cette relance de la Fondation pour l'Islam de France, qui est un héritage de la Fondation des œuvres pour l'Islam de France qu'avait créé Dominique de Villepin en 2005? Écoutez, moi j'ai deux choses. Si vous voulez, en ce qui concerne la réforme de l'islam, je pense que c'est plutôt une réorganisation de sa représentativité ou de la représentativité des communautés. L'État ne va pas intervenir pour organiser le culte. Ce serait une violation manifeste de la loi de 1905. Bon. En ce qui concerne la Fondation pour les œuvres de l'Islam de France et les programmes de financement, moi je dois dire que la relance de tous ces procédés après Nice et après Rouen laissait penser qu'il y avait un lien direct entre les attentats et l'organisation de l'islam en France, qui, de mon point de vue, est un peu choquant. En même temps, il fallait que le gouvernement reprenne très sérieusement l'accompagnement de cette organisation, parce qu'on a des problèmes importants, notamment je partage complètement ce qui vient d'être dit sur votre antenne, à savoir le poids des pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc et la Turquie, qui contribuent pour la majeure partie dans les financements étrangers, mais surtout dans la formation des imams. Vous avez 315 imams en France qui sont des fonctionnaires des pays d'origine. Et ça, c'est quand même un sujet pour lequel l'État a décidé d'intervenir, puisqu'on va essayer de former désormais des imams en France, et je crois que c'est vraiment très très important. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est l'éclatement, entre guillemets, de la communauté musulmane qui explique la difficulté aujourd'hui à réformer l'islam de France ? Non, mais je crois que réformer l'islam de France n'est pas un bon postulat. Je pense que c'est une organisation du culte dans un pays qui a une laïcité. Qu'est-ce qui vous gêne dans le mot réforme de l'islam de France? Parce que vous avez l'impression que l'État viole un petit peu les lois de la laïcité quand on parle de réforme de l'islam? Non mais attendez, je crois pas que le gouvernement, ou alors j'ai très mal compris, ni d'ailleurs le législateur vont intervenir au niveau de l'islam et du culte, parce que ce serait quand même une violation manifeste de la loi de 1905. On ne va pas intervenir pour organiser l'islam ou le réformer. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner les communautés musulmanes dans la structure de leur culte, c'est-à-dire comment ils vont former les imams, comment on va financer les lieux de culte, parce que l'islam est une religion récente en France, parce que les crispations, on l'a dit et je partage complètement, sont importantes, parce qu'il faut remettre des chaires d'islamologie en place et la recherche autour de l'islam, et tout ça c'est l'État qui peut l'accompagner, mais en aucune façon réformer l'islam. Vous voyez bien, il y a quand même une différence de nature.
Elie Amin Setoul, vous êtes d'accord? Accompagner et non réformer? Oui, je crois que réformer une religion, déjà, il n'y a pas un islam en France. Je veux dire, quel point commun entre le soufi qui habite les beaux quartiers de Paris et le salafiste du 93 ou le radicalisé de la région de Nice? Je veux dire, il y a pas un islam en France. Il y a des musulmans qui ont une certaine lecture de l'islam, mais il n'y a pas un islam de France. Donc, je rejoins ce que dit Madame la sénatrice par rapport à ce constat. Nathalie Goulet? Vous n'allez pas nous opposer là-dessus. Non, je pense que c'est, si vous voulez, votre débat a cet avantage qu'on peut parler posément du sujet. Donc je crois qu'il faut bien poser les questions de façon à pouvoir y répondre en toute sérénité. Je vais vous donner un exemple d'accompagnement. Aujourd'hui, on parle de taxe halal, etc. Bon, du halal pour financer. Bon, c'est vrai que la filière halal, c'est 6,5 milliards d'euros et que forcément, ça crée des appétences puisqu'on a des problèmes de financement. Bon, donc on a parlé de taxe halal. Notre rapport explique bien que ça peut pas être une taxe, mais une redevance privée fixée par les communautés, le CFCM elle-même, etc. Je précise que la taxe halal, l'idée du gouvernement, c'est de prélever donc cette taxe sur le halal pour financer la relance de la Fondation pour l'Islam de France. La filière halal sert au financement du culte. Et donc, ça et ne notamment peut pas être cette relance de la Fondation pour l'Islam de France. Voilà, mais ça ne peut pas être une taxe parce que c'est inconstitutionnel, etc. Notre rapport l'explique très bien. Ça ne peut être qu'une redevance qui sera calculée et montée par les communautés et le CFCM. Alors, la différence entre l'accompagnement et la réforme dont vous parlez, par exemple l'accompagnement, le gouvernement peut très bien demander à un expert de Bercy de passer un peu de temps pour aider le CFCM à calculer les bases de cette redevance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre l'ingérence et l'accompagnement. Et la loi de 1905 et nos principes constitutionnels, c'est que on peut accompagner, mais en aucune façon interférer. Est-ce qu'il faut mettre en cause aujourd'hui le rôle du CFCM qui est censé représenter les musulmans, mais la majorité des musulmans ne se sentent pas représentés par le CFCM? Je crois que le CFCM, et notre rapport le montre très bien, a été un grand progrès. Son président, Anouar Bibesh, vous avez eu ce matin, est un homme absolument remarquable, complètement conscient des enjeux. Mais en même temps, il arrive de loin. En même temps, le CFCM n'a pas de moyens. En même temps, le mode d'élection qui lui a été conféré le rend peu représentatif. Donc, je pense qu'il y a des réformes en cours. Mais je crois que c'est un progrès dans le dialogue avec, en tous les cas, les autorités. On peut tout de même critiquer. Moi, j'apporterai un bémol parce que je crois qu'on peut aussi critiquer la composition sociologique de cette structure. Moi, il se trouve que je suis un petit peu plus jeune que les cadres qui représentent le CFCM, mais je vois bien dans les discussions que j'ai avec mes collègues ou des musulmans que je connais, ils sont très frustrés de voir des gens qui ont grandi à l'étranger, qui ont été socialisés à l'étranger, devoir les représenter, quoi. Ils se sentent complètement en décalage avec cette structure et ils ont le sentiment que l'État français veut d'une certaine manière imposer un certain islam de France et ils se sentent vraiment frustrés de cette configuration. Nathalie Goulet? On a eu des auditions, de très multiples auditions pendant notre rapport que j'ai fait avec André Richard, sénateur du Bas-Rhin, sous la présidence de Corinne Ferret, sénatrice du Calvados, et toute une équipe de collègues. Évidemment, évidemment, il y a des problèmes de représentativité. Mais là aussi, le grand avantage de ce que Bernard Cazeneuve a proposé, c'est un éloignement, je dirais, un épuisement des financements étrangers. Et donc, quand on aura supprimé le poids des pays d'origine, notamment dans l'organisation du CFCM, et que Anouar Bibesh pourra continuer sa réforme sur l'ouverture et une amélioration des statuts. Mais si vous voulez, on part quand même de très loin. Donc tout le monde reconnaît le défaut de représentativité. Maintenant, il faut s'attaquer à réformer les statuts et puis surtout couper avec les pays d'origine parce qu'on parle sans arrêt de l'islam des consulats. Mais nous, on a démontré sa nocivité. Voilà. Mais alors, vous disiez finalement que le rôle de l'État dans l'islam était un rôle d'accompagnement, mais quand vous entendez Elie Amin Setoul dire que aujourd'hui les musulmans ont l'impression qu'avec le CFCM, l'État s'impose dans l'islam en France, vous réagissez comment?
Mais je crois qu'il a fallu. Enfin, personne peut refaire le consistoire comme l'a fait Napoléon avec les Juifs de France. Hein. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Bon, donc on a trouvé Nicolas Sarkozy a abouti à ce CFCM qui est pas satisfaisant, mais qui correspond à une instance. Alors maintenant, il y a l'instance de dialogue qui vient en plus. Je crois que tout ça va évoluer parce que les gens qui sont à l'intérieur du CFCM veulent absolument évoluer aussi. Moi, je défends pas particulièrement le CFCM, mais si vous voulez, en ayant travaillé sur la question de façon technique et posée, on voit bien que c'est extrêmement difficile. Mais je partage complètement le fait de ces critiques de représentativité, bien sûr. Donc, finalement, aujourd'hui, l'État va, selon les musulmans, au-delà de sa mission. Je crois pas. C'est ce que pointe Eliamine Setoul. Je crois que si on regarde ne serait-ce que la génétique du CFCM, on se rend compte que Nicolas Sarkozy avait coopté certains membres. Donc il était intervenu dans le religieux et ça de facto c'est une violation du principe de laïcité puisque la laïcité c'est non seulement le religieux qui n'intervient pas dans le politique, mais c'est aussi le politique qui n'intervient pas dans le religieux. Et là il y a à mon sens une violation du principe de laïcité. Mais comme le dit aussi la sénatrice, je crois qu'on part de très loin. Et on peut aller que vers le mieux d'une certaine manière. Et moi, ce que je souhaite personnellement, à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant que citoyen, c'est que on voit une jeune génération de Français de culture musulmane émerger dans ces structures, parce qu'on fera pas l'islam de France sans ces acteurs. Nathalie Goulet. Oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison, mais je pense qu'ils sont maintenant totalement concernés et tout à fait décidés. Et je crois que là aussi, il y a plein de chercheurs, il y a plein de professeurs d'université, il y a des préfets, il y a des avocats, des médecins, etc. Je crois que la conclusion de notre rapport, c'est que c'est aux musulmans de France de prendre en main leur destin, si vous voulez. Mais en même temps, si on n'a pas une instance comme le CFCM, on ne peut pas nommer d'aumônier militaire, par exemple. Il a fallu attendre qu'il y ait une structure, parce que, si vous voulez, on est en France dans cette laïcité qui nous est propre, avec beaucoup de complexité. Il faut un interlocuteur. Donc Nicolas Sarkozy, avec sa méthode, etc., qu'on connaît bien, est arrivé à ce résultat. Aujourd'hui, il est insuffisant, il a le mérite d'exister, il est insuffisant. Là où je voulais vous parler du président Gbibèche, c'est qu'il a conscience, il le sait. Il ouvre aux femmes, il ouvre aux convertis, il a un vrai projet, il a une vraie vision. Alors, ça va se faire avec le temps, mais je crois qu'il faut que tous les musulmans de France prennent en main cette réforme du CFCM. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que le climat international et le climat national, qui est quand même... Enfin, on est dans la burkinosée, hein, il faut quand même se le dire. Bon, je crois que ce climat-là les engage à prendre en main leurs propres institutions. Je crois que c'est ce qui doit se passer. Mais Nathalie Goulet, est-ce que vous avez l'impression que les ajustements que vous prenez dans ce rapport que vous avez publié avec d'autres politiques suffiront pour accompagner, selon votre propre mot, pour que l'État accompagne l'islam en France dans le contexte, encore une fois, de la menace terroriste? Pour que l'État puisse garder la main d'une certaine manière sur ce sujet-là. Mais pourquoi l'État devrait garder la main déjà? Parce que la menace n'est pas la même qu'il y a 2-3 ans? Mais je vois pas. Vous savez, la radicalisation, elle se fait pas dans les mosquées, hein. La radicalisation, c'est l'imam Google, c'est 40% des gens qui se convertissent, c'est des gamines avec des bombes de gaz qui ont jamais mis les pieds dans une mosquée. Donc, si vous voulez, le lien un peu, je suis pas du tout hashtag pas d'amalgame. Je veux dire, ces gens le font au nom d'un islam dévoyé, etc. Mais je crois que l'impérieuse nécessité de se réorganiser pour les communautés musulmanes, c'est aussi pour faire front au terrorisme dont ils sont aussi victimes. Eliamine Setoul, rapidement, finalement, la menace terroriste n'a pas changé la manière de voir réformer ou accompagner les racines de la radicalisation sont principalement sociales. Hein. L'islam radical prospère là où l'État a tendance à se désengager. Donc, je crois que c'est important de le préciser et de pas confessionnaliser. Enfin, même si bien sûr c'est lié à l'islam, mais ne pas voir forcément en l'islam et dans les mosquées l'origine des processus de radicalisation. Merci beaucoup, Eliamine Setoul, sociologue et chargée de cours à Sciences Po. On va conclure sur ces mots. Merci à vous, Nathalie Goulet, sénatrice. Il faut lire Olivier Roy. Pardon ?
Il faut lire Olivier Roy. Je confirme. Une islamisation de la radicalité et pas le contraire. Le message est transmis. Merci beaucoup, voilà. Nathalie Goulet. Vous êtes sénatrice UDI, auteur d'un rapport sur la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Débat maintenant terminé, que vous pouvez réécouter sur notre site internet rfi.fr. Merci à Florence Ponce qui a préparé ce débat, à Hélène Avril qui était à la réalisation. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Retour de l'info dans 30 secondes. Autour